Donc, plusieurs points à l'ordre du jour aujourd'hui. Un premier point sur la question de la démocratie participative. On va vous présenter un petit peu ce qu'on met en place aujourd'hui à Briançon en termes de démocratie participative. Ensuite, on fera un point sur le péril qui est en cours dans la vieille ville et ce qui s'est passé sur cet immeuble sur lequel la mairie a pris un arrêté de péril. Ensuite, on fera un point sur le logement social, suite à la dernière fois, et on laissera la parole à Madame Jarlot, qui viendra vous exposer un certain nombre de points sur le logement social. Et puis, d'habitude, on fait les actualités à la fin, mais là, on vous propose de les faire en début de séance, puisque nous avons demandé à notre responsable du patrimoine, Amélie Baume, de venir vous présenter un petit peu ce qui se passe au niveau du patrimoine et notamment l'agenda très riche qui va se dérouler pendant les vacances, puisque vous savez, on va rentrer en période de vacances là à partir de vendredi. Et donc, c'était intéressant de vous présenter un petit peu ce que faisait le patrimoine. Et comme Amélie, elle est maman de 2 petits-enfants, c'était important qu'elle puisse prendre la parole en début d'intervention. Donc, du coup, on fait un petit changement dans notre... Et puis, voilà, on va partir par la fin et on va donc parler un petit peu de ce qui se passe au niveau du patrimoine et des visites guidées. Donc, je vous présente Amélie Baume, qui est donc responsable à la mairie de Briançon du service patrimoine. Je lui laisse la parole. Merci Aurélie. Donc effectivement, comme Aurélie a introduit le sujet, les vacances scolaires démarrent à partir de demain soir et donc pour ouvrir le bal des festivités, nous avons programmé à partir de demain et nous vous invitons cordialement à y assister à l'inauguration demain soir à 17h de l'exposition La Fortive dans l'objectif, qui est une exposition qui a été réalisée par le réseau Vauban des sites majeurs, le réseau des sites majeurs de Vauban plutôt, auquel Briançon appartient, pour présenter un peu les 12 sites du réseau en photo. Et l'originalité de cette exposition, c'est que les photos ont été prises en fait par des habitants ou des visiteurs des différents sites et vont vous livrer un peu leur vision de ces différents sites. Alors cette exposition est présentée entre la porte de Pignerol et la porte Dauphine et a comme autre originalité d'être en extérieur, pour que effectivement le plus grand nombre puisse en bénéficier. Donc voilà, je vous invite cordialement à venir inaugurer cette exposition demain à 17h. Et ce sera également pour nous l'occasion de vous présenter la dernière brochure du service, qui est également sur la thématique des fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est la dernière petite brochure de présentation qu'on a réalisée en début d'année et qui présente un peu les différents ouvrages de Briançon qui sont inscrits. Voilà, ça c'est pour lancer un peu le bal de la saison hivernale. Ensuite, on a bien évidemment énormément de visites à proposer. Alors effectivement, ce qui est important de rappeler, c'est que ces visites sont autant destinées aux habitants et aux locaux qu'aux visiteurs qui viennent nous voir à Briançon. Alors, je ne vais pas tout lister, on a effectivement un site et une brochure. Je laisserai d'ailleurs quelques exemplaires à disposition pour ceux qui sont intéressés. Donc, je ne vais pas vous lister toutes les visites qu'on propose, mais vous faire un petit tour d'horizon rapide des temps forts. Alors, la spécificité de la période hivernale, c'est l'atelier visite et atelier de cuisine gourmande d'histoire, qui est une visite un peu originale sur la gastronomie en fait briançonnaise. Donc une prestation qui mixte à la fois un petit bout de visite en ville haute, puis un atelier de cuisine et une dégustation bien évidemment réalisée aux Crêtes avec le chef Laurent Berrurier. Voilà, donc ça c'est quelques dates dans l'hiver, pendant les vacances. Donc on vous invite vraiment cordialement à y participer. Vous verrez, le menu est assez original, mais typique de ce qu'on pouvait cuisiner dans le Briançonnais au XVIIe et XVIIIe siècle. On a, autre temps fort, les balades en raquettes, qui sont l'occasion de découvrir de façon un petit peu originale les fortifications en alliant sport et nature, donc à la fois allier un peu d'activité physique et de découverte culturelle des forts.
prestation qui est faite à la fois par les guides conférenciers et les accompagnateurs en montagne du bureau Montagne Visa Trekking. Voilà, on n'oublie pas non plus le jeune public, puisque pendant les vacances scolaires, on organise aussi des ateliers patrimoine dédiés aux enfants entre 6 et 12 ans. Donc là, on essaye toujours de proposer des thématiques un peu variées et surtout en lien avec la saison. Donc on a des ateliers autour de l'histoire du ski, de l'histoire de la station notamment, des ateliers autour de l'architecture. Et encore une fois, ces ateliers pour les enfants ne sont pas dédiés qu'aux petits touristes, mais aussi aux enfants, aux petits Briançonnais. Voilà. Et puis ensuite, on propose, outre les visites récurrentes de la vieille ville, de la collégiale, des visites sur les communes extérieures, notamment une visite assez originale avec la télécabine du ProRail, qui vous permet de monter jusqu'au 2e tronçon et de découvrir donc, les villages des Puys et la ferme communale de Puy-Saint-Pierre. Des visites de Montgenèvre, de Servières ou de Névache, qui sont autant d'occasions de découvrir le Briançonnais au sens large du terme. Voilà, en quelques mots. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport un petit peu à ce calendrier du patrimoine ou des questions plus sur le patrimoine ? Oui. Allô ? Bon, une question de calendrier, mais à très long terme. Au moment de la classification UNESCO, on avait dit que l'antenne qui est en haut de la citadelle serait démontée. Elle est toujours là. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé et ce qui va se passer ? Monsieur le maire, c'est une question pour vous, monsieur le maire. J'ai de la chance, j'ai monsieur le maire. Question délicate. C'est toujours pas fait. Toujours pas fait parce que cette antenne, en fait, si demain on la change de place, il faut réorienter toutes les antennes qui sont sur les toits. Et donc ça a un coût. Donc, si demain on le fait, ça veut dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui vont être obligées de réorienter leur. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, c'est un coût qu'on ne peut pas nous envisager, et pour nous et pour les gens, parce que c'est une histoire de 100 à 150 € par famille. Je crois que c'est pas le moment. Donc voilà. Mais effectivement, c'est un projet que nous avons, que nous essaierons de résoudre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Merci, monsieur le maire. On va, Nicole, s'il te plaît, finir. Donc, comme on a commencé sur l'agenda, avec l'agenda du patrimoine, je vous propose qu'on termine sur les différents temps forts du mois de février. Merci Aurélie. Oui, cet agenda, je voudrais un peu replacer cet agenda dans le contexte. L'objectif ici aujourd'hui, c'est quand même de montrer que toutes ces animations que nous faisons au mois de février, au mois de mars, elles vous sont réservées à vous, population locale, tout autant qu'aux touristes pour lesquels on les prépare. C'est même une occasion de rencontre qu'on trouve assez exceptionnelle. Donc, il y aura en plus des animations sportives, le ski de nuit au ProRail, avec des animations, une retraite au flambeau de jeudi, et les autres jeudis, des animations pour les enfants, des jeux de neige, des jeux de luge, etc. Je ne vais pas trop commencer à parler, autrement ce sera trop long. Ensuite, vous avez les animations. Ouais, ça commence. Vous avez les animations à la patinoire qui sont nombreuses. Le jardin des glaces est réservé aux enfants de 4 à 14 ans et il leur permet de patiner en toute sécurité. On leur prête un certain nombre de luges à glace, de choses de ce type, et s'ils n'ont pas des parents patineurs, ma foi, ça leur permet d'aller à la patinoire aussi, et c'est intéressant pour tout le monde. Ensuite, nous avons les animations piscine, je suppose, puisqu'elles sont toujours parallèles, hein, et la piscine ouvrira, comme on vous le dit, ses bassins de jusqu'à 21h tous les lundis, et certains mercredis pour des soirées zen aussi. Alors les soirées zen sont réservées aux adultes en principe, mais si vous y allez avec vos enfants, on ne vous mettra pas dehors. Bon, c'est des soirées avec musique, lumière, etc. Et
il y a des soirées famille, tout public aussi, mercredi. On essaye de faire une chose de tous les jours de la semaine de façon à ce que les vacances soient animées pour tout le monde. La piscine ferme à 22h15, donc vous voyez, vous pourrez être couché suffisamment tôt pour pouvoir skier le lendemain. Voilà, donc je crois que c'est l'essentiel. On voulait mettre l'accent sur ces animations-là, surtout. Bon, il reste l'exposition du Centre d'art contemporain, il reste les animations habituelles, mais nous en avons parlé la dernière fois. Donc je vais passer de nouveau la parole à Aurélie. Je crois qu'on va parler de la démocratie participative. Merci Nicole. Donc effectivement, on va reprendre l'ordre du jour. Mais avant, on avait comme on vous a dit la dernière fois, lors des derniers jeudis citoyens, on vous a proposé de co-construire ensemble l'ordre du jour de ces journées. Et on a eu des demandes de la part de certains groupes, et notamment du groupe des Gilets jaunes, qui nous a demandé de pouvoir lire une lettre en introduction de ce jeudi. Donc voilà, avant de rentrer dans notre ordre du jour, je vais laisser la parole aux Gilets jaunes qui ont donc un petit texte à nous lire. On va vous donner un micro. Ou alors vous venez ici si vous voulez. Venez, monsieur. D'accord. Je vais vous passer le micro. Alors, bonsoir à vous. Avant que l'ordre du jour de ce jeudi citoyen ne débute, nous souhaiterions revenir sur des réactions qu'ont suscité notre intervention lors du jeudi citoyen du mois de janvier. C'est au verre de l'amitié que nous avons reçu des retours des élus. Je cite : « Je suis déçu. Vous avez été très agressifs, vous nous prenez pour cible alors que nous ne sommes pas la bonne cible. Ces sentiments d'agressivité et d'injustice que vous avez ressentis ce soir-là proviennent de notre colère, qui reste à ce jour ignorée et méprisée par l'État. Acceptez que la parole soit libre pour que tout le monde puisse parler et être entendu. Si nous pouvons être désolés, et nous le sommes, qu'il y ait ce que vous appelez des dérapages, nous le sommes plus encore de voir que le gouvernement tarde à chercher et à mettre en place des solutions face à une colère et une désespérance d'une grande partie de nos concitoyens. La colère et la désespérance que nous éprouvons viennent du fait que nous assistons à une précarisation de nos vies, alors que les extrêmes plus riches, les 1%, reçoivent des cadeaux que vous et nous, les classes inférieures, devons payer de plus en plus d'injustice sociale et fiscale nous touche. Une recherche du profit acharnée et déshumanisante, une exploitation sans limite des ressources naturelles malgré un réchauffement climatique qui ne cesse de s'accélérer, un déni total de la destruction de notre écosystème et de notre planète sous prétexte de croissance et de concurrence et de globalisation. Pour couronner le tout, on nous méprise et depuis novembre, on cherche à dénigrer et à tuer ce vaste mouvement de contestation par différentes manipulations médiatiques et répressions policières violentes dans certaines grandes villes. Nous savons bien qu'à Briançon, ce n'est pas le cas. Nous sommes des artisans, des pompiers, des paysans, des ingénieurs, des enseignants, des retraités, des étudiants et de toute classe sociale, des docteurs, etc., etc. Tous citoyens et tous déterminés à agir non pas à la place de l'ensemble des citoyens, mais bien avec et au service de l'ensemble des citoyens. On est tous ensemble, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour cela que nous nous organisons partout en France, et bien entendu, ici, nous sommes à Briançon, bien décidés à ne plus laisser des élites censées nous représenter sacrifier nos vies et plus largement l'humanité et notre planète sur l'autel de la finance. Ce que nous souhaitons est un changement radical du système avec notamment une vraie démocratie participative, un niveau de vie digne et aligné au coût de la vie, une justice sociale et fiscale, la sortie du déni de l'autodestruction de l'humanité et d'autres formes de vie au gré de la croissance et du profit. Une véritable transition écologique
équitable et respectueuse des libertés et non une croissance soi-disant verte. Nous souhaitons porter de ces revendications localement et contribuer à mettre en place des solutions pour la vie des habitants du Briançonnais et de ses alentours. Et nous sommes heureux qu'avec la mairie, ouvre une discussion sur la démocratie participative en acceptant l'idée essence, mairie qui soutienne le mouvement des gilets citoyens locaux lors du dernier conseil municipal. À condition que cela se fasse dans le dialogue. Nous vous communiquons notre enthousiasme d'être invités à travailler tous ensemble pour transformer notre colère globale en quelque chose de constructif qui permettra peut-être d'influencer la plus haute strate de notre société. Nous n'oublions pas cette phase célèbre. Prenons dans cette ville, à l'époque dans Escargon, il est important de s'unir comme cela si l'on vient à tomber, les autres nous relèvent. Merci, messieurs, dames. Donc effectivement, le thème de la démocratie participative est aussi bien présente dans votre lettre. Donc nous, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de vous présenter un petit peu ce que fait la mairie de Briançon en termes de démocratie participative. Alors la démocratie participative, elle s'effectue à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau où effectivement on donne une certaine information et c'est souvent une information qui est institutionnelle. Ensuite, il y a un autre niveau où on a travaillé et on a mis en place des réunions sur des sujets particuliers où là, on arrive à avoir de l'interaction et à pouvoir modifier des choses en fonction de ce que nous font remonter les habitants lors de ces réunions. Donc ça, c'est un deuxième niveau de réunion. Et enfin, on vous présentera aussi certaines réunions que l'on arrive à co-construire avec les habitants parce que sur certains points très précis, on a aussi essayé d'aller vers ce qu'on appelle de la participation plus collaborative où on arrive justement à co-construire des projets. Donc on ne vous a pas refait l'historique de toutes les réunions que l'on mène à la mairie de Briançon depuis que nous sommes élus, mais voilà, on en a sélectionné quelques-unes. Donc par exemple, si on prend toutes les réunions sur les travaux, que ce soit sur le travaux du Lotaret, sur le travaux à Font-Christiane, sur le chemin de la Tour, les Salettes. Ça, c'est des réunions qui se déroulent en plusieurs temps, où on va retrouver à chaque fois différentes phases de la démocratie participative. Puisque si on prend les travaux sur le chemin de la Tour, on a eu une première réunion de travaux où on a invité tous les riverains du chemin de la Tour pour leur proposer les plans qui avaient été réalisés par nos services techniques pour dire voilà, le chemin de la Tour ou l'avenue du Lotaret, faut le refaire. Donc on va le refaire, on va enterrer les réseaux et puis ensuite on va travailler sur les trottoirs, sur l'aménagement public, sur le stationnement. Et donc dans un premier temps, on donne cette information sur des plans. Donc on travaille et on présente ces plans. Ensuite, sur le chemin de la Tour, une fois qu'on a présenté ces plans, on a organisé une deuxième réunion où les riverains pouvaient revenir et pouvaient dire là ça fonctionne pas parce que ici voilà, moi je me gare comme ci, je rentre comme ça chez moi, là c'est pas possible, là il n'y a pas de comment ça s'appelle, monsieur le directeur des services techniques, un endroit pour que les voitures ralentissent, un plateau traversant. Au départ sur l'avenue du Lotaret, on avait mis 2 plateaux traversants pour que les voitures ralentissent. Et puis, on a discuté avec les riverains et les riverains nous ont dit oui, mais là, il y a le lycée, peut-être que ce serait bien de faire un autre plateau traversant. Donc, c'est là où, justement, quand on parle de démocratie participative et de co-construction, suite aux discussions avec les riverains, on a rajouté un autre plateau traversant. Donc, toutes ces questions de travaux, elles se font avec un temps d'information et un temps de construction où on est à l'écoute des riverains sur toutes ces questions d'aménagement, de stationnement, d'éclairage public. On donne de l'information sur les coûts
voilà combien ça va coûter, sur les travaux. On vous donne l'information sur effectivement les différentes phases de chantier, à quel moment vous allez être embêté pour rentrer chez vous. Enfin voilà, toutes ces questions-là, c'est aussi ce que nous on trouve être important et ce qu'on a fait à chaque fois qu'il y avait des travaux importants dans la ville. Donc vous avez un petit peu là la liste des différents travaux qui ont été organisés. Ensuite, il y a des réunions qui sont plus, je vous disais, institutionnelles. Ça va être, par exemple, les réunions sur la révision du règlement local de publicité. Là, c'est vraiment des réunions, quand on dit institutionnelles, c'est parce que elles ont, ces réunions, toute une phase réglementaire et juridique que l'on se doit d'appliquer. Ça veut dire qu'il y a à chaque fois des temps de concertation, des enquêtes publiques, que ces temps d'enquête publique sont très réglementés, c'est 2 mois, que voilà, il y a un commissaire enquêteur, que vous avez la possibilité d'aller consigner vos remarques dans un registre, qui est là, une petite boutade qui est numéroté. On en avait parlé des registres avec les pages numérotées. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes les réunions institutionnelles. Alors il y a le règlement local de publicité, il y a toutes les enquêtes publiques en urbanisme. Dès que l'on va changer et dès que l'on va modifier quelque chose dans notre plan local d'urbanisme, on est derrière soumis à une procédure d'enquête, de déclassement. On déclasse un terrain privé pour le passer dans le public. On modifie une zone du PLU. On va modifier un article dans le règlement de PLU. Tout ça, c'est de la communication et de la démocratie institutionnelle parce que vous, en tant que citoyen, vous êtes consulté et vous avez la possibilité de venir en mairie pour notifier vos remarques dans le registre qui est notifié. Donc ça, c'est vraiment toute une partie importante. Après, il y a d'autres réunions de démocratie participative dans la ville, aussi institutionnelle. Je pense notamment aux conseils municipaux, puisque c'est aussi un rendez-vous entre les citoyens et les élus. Ça fait aussi partie de cette démocratie participative. Ensuite, il y a vraiment des réunions qu'on a mis en place dernièrement qui sont vraiment des réunions où là, on co-construit avec les habitants. Dans le projet Cœur de Ville, il n'y a pas très longtemps, on a organisé 3 réunions avec les citoyens pour trouver le nom des futures rues dans ce nouveau quartier. Puisqu'effectivement, c'est un nouveau quartier qui se construit et la bibliothèque, la médiathèque qui est en train de se construire, il faut trouver un nom à la bibliothèque, mais il faut aussi trouver un nom à la place de la bibliothèque. Il faut trouver des noms aux rues, puisqu'il y a des rues qui sont en train de se construire dans le cœur de ville. Et donc, on a travaillé avec les citoyens pour brainstormer un peu, pour essayer de travailler tous ensemble sur les noms de ces rues, parce qu'on n'a pas envie de choisir tout seul, et on avait envie de choisir avec les citoyens. On avait eu cette expérience il y a quelques années, je pense maintenant il y a 3 ans, lorsque l'on a baptisé le nom de la rue de la Soie. Vous savez, cette rue qui rejoint l'avenue de la Gare à l'avenue du Pasteur. Et donc, on avait mis en place une consultation sur Internet où on avait proposé 4 noms et on l'avait mis en place sur le site Internet et on avait demandé aux citoyens briançonnais de voter pour le nom, le nom de cette future rue. Et c'est bien la rue de la Soie qui était sortie. Et effectivement, aujourd'hui, cette rue, elle s'appelle comme ça. Donc, c'est c'est des réunions que l'on a commencé à mettre en place, mais qu'on peut très bien imaginer remettre en place sur d'autres sujets sur lesquels vous seriez amenés à nous solliciter en disant voilà, nous, on aimerait bien travailler avec vous et co-construire sur tel ou tel projet. On est bien évidemment à votre écoute pour travailler de cette manière-là. Ensuite, dans la démocratie participative, depuis notre élection, on a une élue qui est Claude Jimenez, qui est donc l'élu en charge de la citoyenneté. Elle, c'est vraiment son mandat. Elle est dans notre équipe pour travailler sur la citoyenneté et elle organise plusieurs fois par mois dans chaque quartier différent de la ville. On a divisé la ville en 8 quartiers et Claude Jimenez, elle est présente dans chaque quartier et elle est là pour écouter les citoyens et faire remonter ensuite leurs demandes auprès des autres élus, mais aussi auprès des services. Elle travaille avec les services techniques lorsque
je ne sais pas, une fois il y avait une plaque d'égout qui était mal vissée, et puis le monsieur il habitait en face, et à chaque fois qu'il y avait une voiture, la plaque d'égout elle faisait du bruit, et voilà, elle est venue en réunion, elle a parlé de ce problème-là, et derrière les services techniques peuvent venir aussi pour réparer et mettre l'accent sur les petites choses du quotidien. Donc c'est vraiment des permanences qui sont propres à chaque quartier. Mais après, vous avez aussi des élus que vous pouvez contacter n'importe quel élu aujourd'hui à Briançon pour avoir un rendez-vous avec lui et pour pouvoir lui exposer un problème que vous avez. Donc les élus sont aussi à votre disposition. Par exemple, ce soir, Mohamed Jeffal, qui est l'élu en charge du sport et des associations, fait une permanence au Parc des Sports. Et donc, de 17h à 20h ce soir, il est au Parc des Sports et il reçoit les associations sportives, il reçoit les clubs qui ont des questions à poser sur les budgets, sur les projets, enfin voilà, qui ont des choses à faire remonter. Du coup, voilà, les permanences de Mohamed, elles sont là, mais il y a aussi ce qu'on a fait depuis maintenant quelques années qui s'appelle les cafés associations, les cafés assos, et donc c'est à peu près 3 à 4 fois par an. Bon, il n'y a pas de date fixe, mais 3 à 4 fois par an, on invite les associations à venir aussi poser des questions, présenter les projets, faire les demandes de subventions lors d'une matinée sympathique autour d'un café avec des croissants. Il y a l'élu, il y a Nicole Guérin qui est présente, qui est là pour la culture, les associations culturelles. Il y a Yvon Héguier qui est là pour le patrimoine, Mohamed Jeffal qui est là pour les autres associations. Enfin, il y a de nombreux élus qui sont présents, et donc voilà, ça permet à toutes les associations de venir poser un certain nombre de questions. Donc voilà, un peu rapidement, parce que l'idée c'est aussi de vous laisser réagir. Donc voilà un peu rapidement, un petit peu les différentes réunions que l'on organise à Briançon et qui s'apparentent à la démocratie participative, avec donc ces différents échelons qu'on peut avoir, soit d'information, soit d'échanges interactifs, ou soit carrément de co-construction sur certaines réunions. Voilà, donc maintenant, nous sommes avec les élus à votre disposition pour répondre à ces questions. Bonjour. Je réalise, d'après ce que vous dites, que c'est à nous aussi, population, de s'emparer de ce qui existe déjà et qu'on pourrait le faire plus. Cependant, à vous écouter, je trouve qu'il y a très souvent le mot information qui vient, et que nous recevons beaucoup des informations. Nous sommes consultés pour des choses qui sont déjà en préparation. Ce qui serait, à mon sens, important, ce serait que des gens puissent être consultés en amont. Qu'il n'y ait pas toujours qu'une information descendante dans laquelle il va y avoir à choisir le nom d'une rue, la couleur d'un panneau, enfin, etc. Mais une réflexion intéressante sur, par exemple, sur le projet de ville, le cœur de ville. Je dirais qu'il y aurait une réflexion à faire qui serait plus globale encore, de façon à inclure d'autres choses que simplement ce qui est administratif ou déjà programmé ou déjà au niveau. D'accord, j'ai pas l'habitude. Merci. Donc voilà, donc je trouve que ce qui me paraît important, ce serait d'avoir une réflexion ensemble sur en amont en fait. Je pensais à ça par rapport à certains quartiers, et je trouve que ce serait important d'y penser. Voilà. Ok, merci. Bonsoir, Yves Barnéou, Rousset. Je trouve que vous nous amusez un peu avec les réunions participatives concernant le baptême des rues du cœur de ville, mais avez-vous fait des réunions sur l'implantation des bâtiments ?
Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas fait l'historique de toutes les réunions avant. On est parti là sur les dernières. Mais oui, on pourrait faire l'historique des réunions qui se sont déroulées maintenant depuis 2011 sur justement le quartier du cœur de ville. Puisque c'est un quartier sur lequel on travaille maintenant depuis 2011. Et il y a peut-être eu 6 réunions d'information avec l'architecte qui s'occupe de ce projet, Pierre-Louis Fallotti. Il est venu à Briançon, ici même dans cette salle. Il a présenté des plans masse, il a présenté des coupes, il a présenté des projets, il a présenté la globalité des différentes centralités, puisque vous savez qu'à l'intérieur du cœur de ville, il a toujours expliqué qu'il y avait des centralités, une centralité sportive, une centralité culturelle. Et donc, on avait des plans masse avec l'implantation des bâtiments. On a même pu zoomer sur certaines parties, et notamment ici avec des commerçants sur le devenir de la place de l'Europe. Donc, c'est des choses qui ont existé ici en réunion publique et ensuite qui ont existé à différents endroits de la mairie, puisque les différentes planches de l'exposition et des travaux de Pierre-Louis Fallotti étaient en libre accès au service de l'urbanisme. Et là aussi, on a effectivement la possibilité d'aller dans les différents services de la commune pour aller chercher de l'information ou les voir. Donc, cette question de l'implantation des bâtiments, voilà, on la voit sur les plans masse. On a mis sur le site internet, on l'a déjà dit lors des réunions, mais ayez ce réflexe-là, puisque sur le site internet de la ville, vous pouvez retrouver et télécharger l'ensemble des documents. Alors là, c'est pour le cœur de ville, mais sur d'autres thématiques, vous pouvez consulter ces documents. Donc après, il y avait l'information. Voilà, il y a eu des réunions nombreuses, il y a eu des expositions. Depuis aussi un peu plus de 8 mois, un peu plus de 6 mois, vous avez un container qui est positionné sur le quartier cœur de ville. C'est ce container vert dans lequel, là aussi, vous retrouvez différents documents iconographiques, différentes planches un peu didactiques qui vous donnent un petit peu des informations. Donc il y a eu de l'information. Après, comme dit la dame, c'est une information qui existe, qui est là, qui est figée. Vous pouvez, vous, consulter les plans, vous pouvez venir au service, on peut vous expliquer, puisqu'on l'a déjà fait à certains citoyens. C'est pas toujours facile de lire un plan masse si on ne vous l'explique pas. Donc, vous avez aussi la possibilité de venir dans les services pour qu'on vous explique certaines choses. Voilà ce qu'on peut dire. Bonsoir. Alors, ma question, mon problème, un peu celui de la dame. Oui, excusez-moi. Bon, déjà, j'ai deux soucis. Je ne fais pas partie de la commune de Briançon. Enfin, j'habite pas sur la commune, j'habite dans la Comcom. Et je voulais savoir s'il y a des espaces de discussion, de démocratie participative également sur la Comcom. Et puis voilà, par exemple, je voudrais poser un exemple, savoir ce qu'il est possible de faire. Un exemple concret. Bon, moi, je pense, j'ai un gros problème que je pense qu'on devrait tous partager. C'est le problème d'effondrement de la société, de transition énergétique urgente à mettre en place. Et j'aimerais, au niveau de la Comcom, pouvoir travailler là-dessus, mettre en place des choses. J'ai déjà dans mon village, on a des idées de mettre en place, de réfléchir à du covoiturage. Bon, c'est au niveau du village. Si ça pouvait suivre aussi au niveau de Briançon, pour que si nous, on met en place un covoiturage qui nous amène à Briançon, on puisse aussi revenir chez nous, être covoituré par des habitants de Briançon. Voilà, donc ça, où je peux en parler, comment je peux en parler. Moi, je suis tout à fait prête à travailler avec la Comcom, avec tous ceux qui veulent là-dessus, et sur des tas d'autres choses voilà, qui ont trait à ce problème-là. Ouais. Je ne sais pas comment faire. Ouais. Alors, je vais apporter quelques réponses et puis après, le président de la Comcom va vous donner aussi quelques réponses. Alors, c'est vrai que au niveau de la Comcom, les dernières réunions un peu participatives où justement on a donné de l'information, mais aussi où on a travaillé avec les communes et les citoyens, c'était quand au niveau, la communauté de communes a mis en place son schéma de cohérence territoriale. Vous savez, c'est un SCOT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un document de planification qui planifie l'ensemble des grands projets au niveau des 13 communes de la communauté de communes du Briançonnais. Donc ça concerne Briançon,
qui est bien évidemment la ville-centre, et les communes environnantes. Et donc, dans ce schéma de cohérence territoriale, ça porte bien son nom, cohérence territoriale, on travaille sur toutes ces questions à la fois de transport, de mobilité, de développement économique, de développement de logement. Il y a vraiment un document qui est très complet que je vous invite à lire. Là aussi, vous pouvez le trouver sur le site internet de la Comcom pour pouvoir un peu voir ce qu'il y a. Et ça, c'est vraiment le premier document de base qui va permettre ensuite de travailler sur ces questions de mobilité. Et en ce moment, justement, il y a plusieurs études qui vont être réalisées, notamment en termes de mobilité. Oui, au niveau de la communauté de communes, on a un vice-président qui est très investi sur toute la problématique que vous avez soulevée. C'est Pierre Leroy, qui est le maire depuis Saint-André, et qui fait un travail remarquable à ce niveau-là et qui travaille en relation avec les associations, avec les élus sur le terrain et dans les communes. Ce que je voudrais dire quand même, on est quand même une communauté de communes relativement exemplaire. Nous fournissons aujourd'hui à Briançon quasiment 50%, enfin nous fabriquons 50% de l'électricité que nous consommons. Et nous développons cet aspect des choses, pas seulement à Briançon, mais à l'extérieur. Et à Monétier, par exemple, il va y avoir bientôt une centrale hydroélectrique qui va se constituer avec EDSB. Il y en a une autre qui s'est construite l'année dernière à Servières, et il y a d'autres projets. Donc on avance sur ce secteur des énergies vertes avec le photovoltaïque. Il y a une SEM. Une SEM, c'est une société d'économie mixte qui est majoritairement des collectivités, mais le reste, c'est des individus comme vous et moi qui peuvent participer au capital de cette structure pour essayer de réaliser effectivement du photovoltaïque. Donc on a une exemplarité vraie sur cette problématique. Donc là-dessus, moi je crois qu'on ne peut que se féliciter et aller vers le mieux. J'entendais ce matin qu'il y a un certain nombre de régions en Bretagne qui essayent d'avancer aussi là-dessus, mais je peux dire que nous sommes en pointe et depuis longtemps. D'autre part, pour ce qui est du SCOT, Aurélie vient de vous parler du schéma de cohérence territoriale, dont j'ai été le président de la structure qui a duré 4 ans. Pendant 4 ans, nous avons fait des réunions avec la population. Tout le monde était invité aussi bien aux séances de réflexion qu'aux séances de restitution. Il y a eu des débats au niveau de la collectivité à chaque niveau, lors du plan de programmation, lors du débat d'orientation, tout ce document d'orientation, pardon. Et donc tout ceci, ça s'est fait dans la transparence. Alors il y a des gens qui participent. Peut-être que l'information n'a pas été suffisante pour que les uns ou les autres puissent y participer, mais la volonté, elle était là. On n'a pas fait un SCOT dans un petit coin tout seul. Le SCOT, en plus, il faut le rappeler, c'est un projet sur les 10-15 ans. Comment on va organiser le territoire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le territoire, nous avons défini aussi bien les unités touristiques nouvelles, c'est-à-dire les nouvelles installations qui peuvent se faire, et il n'y aura pas au-delà, parce que, sauf avoir une révision d'ici 4 ou 5 ans, pour l'instant, les choses sont figées. Pareil pour le développement immobilier, on ne pourra pas faire n'importe quoi, n'importe où, parce que là aussi, il y a une volonté de respecter le sol et de ne pas faire du béton partout. Donc il y a un vrai travail qui a été fait de réflexion et qui a été jugé par des instances à différents niveaux. Je pense que le comité montagne, toutes les structures écologiques et autres ont été sollicitées, l'État a été sollicité, et donc nous avons mis en place quelque chose qui a été réellement un grand acte démocratique. Donc aujourd'hui encore, on a régulièrement des interventions au niveau du SCOT. Mais je pense que d'une manière générale, sur ce sujet, on n'a pas à regretter ce qu'on a fait. Je voudrais revenir simplement sur un point qu'a soulevé Aurélie tout à l'heure concernant la participation et la question qui a été posée par monsieur tout à l'heure, qui dit vous faites de l'information, mais vous ne faites pas des choses en amont. Alors je rappelle quand même que pour le cœur de ville, il y a eu un concours qui était un concours public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dernièrement encore, il n'y a pas si longtemps, par rapport aux escartons, les gens qui habitent aux escartons se sont vus d'un seul coup proposer devant les terrains qui étaient jusqu'à présent les terrains de l'armée sur lesquels il n'y avait rien, voir arriver des bâtiments. Et
pour éviter, alors qu'on n'a aucune obligation de le faire en termes de droit, on a modifié l'implantation de ces bâtiments, on a diminué la hauteur de ces bâtiments pour qu'effectivement les gens qui habitent derrière ne soient pas gênés par les constructions nouvelles. Donc, ça n'est pas que de l'information, mais l'information permet effectivement des modifications. Parce qu'au départ, il y a toujours un schéma directeur, on ne part pas de rien. Et dans le cadre des bâtiments, par exemple, effectivement, les choses sont modifiées, qui auraient peut-être pu être modifiées ou organisées différemment, mais toujours est-il qu'il y a un véritable travail et que ce travail, nous n'envisageons pas d'arrêter d'avoir ce type de débat. Et je pense que pour les communes de la communauté de communes, là aussi, dans chaque commune, on peut organiser des réunions avec la communauté de communes, avec la mairie, sur un certain nombre de problématiques. Aujourd'hui, on a des problématiques importantes, qui sont le problème des inondations ou des coulées de lave torrentielle, par exemple. C'est un vrai problème. Eh bien, aujourd'hui, il y a des réflexions dans les communes, avec la communauté de communes, pour travailler sur les problèmes des inondations, pour essayer de faire de la prévention. Pour les coulées de lave torrentielle, on a par exemple dans la vallée de la Clarée un certain nombre de sites où régulièrement, chaque année, on a des coulées de lave torrentielle extrêmement importantes, qui peuvent être de 1 mètre à 2 mètres au-dessus de la route sur 100 mètres de large, brutalement suite à un orage, donc qui peuvent entraîner aussi des problématiques humaines et des problématiques au niveau des habitations. Voilà. Donc, les choses existent, on parle de participation. Il faut aussi que vous soyez demandeurs au niveau de vos communes, au niveau de vos quartiers, pour que nous, avec vous, on participe. On ne peut pas penser tout pour vous, mais on peut aussi être d'accord avec vous pour participer à un débat sur une problématique particulière. Je ne sais pas si j'ai été complet par rapport à la question que vous aviez posée. Ben, vous adressez à la communauté de communes ou aux communes, ce n'est pas la question, mais c'est sûr que c'est mieux. On ne va pas s'imposer, nous, de l'extérieur à une commune. On va discuter avec les élus et on organise avec eux, à votre demande, un débat sur une question ou une autre. Hein. Vous êtes de quelle commune? Val-des-Prés. Mais à Val-des-Prés, entre autres, justement, le problème de Val-des-Prés, c'est les coulées de lave torrentielle qui ont lieu 1 fois ou 2 fois par été, où effectivement il y a une réflexion qui est en œuvre avec le Conseil général, avec l'État, avec la commune, avec la communauté de communes. On peut faire des réunions publiques si vous le souhaitez, et vous le demandez à votre maire, et moi j'y participerai avec plaisir. Alors oui. bonsoir. Bonsoir. Justement, on parlait tout à l'heure, on parle de la démocratie participative. Je voulais juste savoir où est-ce qu'on en est au niveau du rond-point, de cet aménagement du rond-point, parce qu'il y a eu justement cet appel pour pouvoir voir un petit peu où vous avez mis les documents à disposition à la mairie. Je vous avoue, j'y suis allée, j'ai regardé les documents, et en fait, je vous avoue que j'ai rien compris. Mais vraiment, j'ai rien compris. J'ai regardé, je me suis assise, j'ai essayé de comprendre, et j'y comprends rien. Et j'aurais voulu savoir, en fait, si on pouvait plus en parler, et comment on pouvait plus participer justement à cet aménagement, parce que là, ça me semble pas trop clair. Alors, là aussi, si vous voulez, on a un long processus derrière tout ça. Hein. Ce dont vous parlez, c'est la phase ultime, c'est l'enquête d'utilité publique qui a été faite, où il y avait 3 projets qui étaient exposés. Alors ces projets, ils étaient exposés au service de l'urbanisme, vous avez pu les consulter, en mairie aussi, je crois, et le commissaire enquêteur pouvait vous recevoir, donner des explications. Nous aussi, à l'urbanisme, on peut aussi vous donner des explications. Alors c'est vrai que de toute façon, la lecture de ce genre de document, elle n'est pas simple, hein. C'est pour ça que c'est mieux de se faire accompagner. Il y a eu une réunion ici avec les services de l'État, hein, qui a présenté 4 ou 5 projets. Dans ces projets, on en a retenu 3 parce qu'il y a à la fois des problèmes de réalisation et puis aussi des problèmes financiers. Aujourd'hui, les projets qui vous sont présentés, ils varient entre 2 millions et 4 millions pour un rond-point. Alors, c'est vrai qu'on est dans un pays, j'ai une photo dans mon bureau, si un jour vous venez, je vous la montrerai, qui montre une photo au début du XXe siècle, de la zone ici. Alors, il y a Colo, Berwick et rien. Jusqu'à la vieille ville, rien.
boulevard du Lotaret n'existe même pas, l'avenue du 159e, n'en parlons pas, il n'y a rien. Donc à ce moment-là, on aurait pu penser, comme le faisaient les Romains, tracer les routes d'abord, comme a fait Vauban à Mont-Dauphin, et puis ensuite construire les maisons. On n'a pas fait l'inverse, nous on a construit des maisons, puis un jour on s'est dit, mince, il faut passer au milieu avec les voitures, avec les camions, avec les cars, et c'est le souk. Encore pire, il n'y a pas si longtemps, quand la grande boucle s'est construite, je crois que c'est en 86, 87, on aurait pu à ce moment-là aussi penser cette zone. On ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on est contraint. Et le rond-point qu'on va faire, si on y arrive, eh ben, je vous ai vu, monsieur, vous aurez la parole. Si on y arrive, et j'espère qu'on va y arriver, parce que ça fait la 5e fois que ce projet sort. 5e fois. Et que j'ai réussi à me battre lors du contrat de plan État-région pour qu'on ait l'argent pour le faire. Parce que quand même, après, il faut trouver la monnaie. Donc, ça ne sera pas parfait. Je vous le dis tout de suite. Et vos interrogations et votre compréhension, ou votre incompréhension, je la comprends, parce que la lecture n'en est pas facile. Il est dommage que vous n'ayez pas essayé de voir la commissaire enquêteur, parce que c'était une femme, et éventuellement nos services de l'urbanisme qui auraient pu vous expliquer, ou même moi à l'occasion, qui aurait pu vous expliquer les 2 projets ou 3 projets qui vous étaient présentés. Voilà. Comment ? La commissaire enquêteur, elle recevait, ça a été dans la presse, ça a été dans les radios, ça a été à DC TV. On a une obligation d'information. C'est-à-dire que si on ne l'avait pas fait, ça remet en cause de manière contentieuse ce qui a été fait. Donc, ça a été publié, ça a été écrit. Alors peut-être que ce n'était pas suffisant, ou peut-être que vous avez à ces moments-là pas pu faire les choses, mais voilà. Quand on a parlé tout à l'heure des différentes participations institutionnelles, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une enquête publique, il y a un commissaire enquêteur, qui est un commissaire enquêteur qui est nommé par la préfecture et le tribunal. Donc c'est quelqu'un qui est complètement extérieur, donc qui est quelqu'un de neutre. Et cette personne-là, elle reçoit le public. Donc c'est obligatoire. Donc imaginez bien qu'à chaque fois que vous voyez une enquête publique, vous savez qu'il y a une personne, un enquêteur, qui reçoit et qui peut justement vous répondre à vos questions, vous aider à lire des plans, etc. C'est vraiment, voilà, dans la procédure, c'est obligatoire. Il voulait prendre la parole depuis longtemps. Attendez. Il est passé où, ce monsieur-là, qui me faisait coucou? Il est là. Eh bien, allez-y. Oui, mais lui, il a demandé la parole bien avant. Je suis désolé, mais il y a une préséance. Allez. Je suis juste obligé. Non. Allez. Excusez-moi, je suis juste obligé de partir. Monsieur Libaud, oui. Je ne peux pas faire autrement. J'aurais dû mettre un gilet jaune, je serais passé en premier. Non, attendez. Non, mais c'est pour rire. Mais non, mais c'est pas risible. Hein. Non, si, pour moi, c'est important. Quand on me parle de salaire, moi, je gagnais 1 SMIC à 2 à l'année en faisant 70 heures la semaine. Et ça, c'est du réel, on peut le consulter. Là, tout à l'heure, vous avez parlé malheureusement de mon problème de commerçant. Là, on est en train un peu de crever. J'aurais aimé juste qu'on aurait pu dire un petit mot avant parce que ça m'intéresse vraiment. Je suis en train de crever. Alors, tout à l'heure, vous allez en parler, mais malgré tout, je ne serai pas là. Je suis un petit peu embêté. Donc, c'est juste pour ça. Alors, je pars pas parce que je fais la tête, parce que je suis obligé. Non, mais je sais bien, monsieur Libaud. J'espère que quelqu'un pourra venir me voir, mais je suis perdu. Nous avons le souci de votre problématique. Nous avons mis en place une signalétique spécifique. Ça n'est pas de notre faute, mais on en reviendra tout à l'heure. S'il y a un bâtiment qui s'effondre et qui risque aujourd'hui... J'ai pas dit ça. Non, mais moi non plus, je ne l'ai pas dit que vous étiez responsable. Je dis que ce n'est pas de notre faute. Si aujourd'hui, on est obligé de couper une certaine forme de circulation. Ce que je peux vous garantir, par contre, c'est qu'avant l'été, les travaux seront faits pour que la circulation se fasse normalement pour les piétons et les voitures. Ouais, ça, par contre, c'est un engagement. Avant l'été, je serais mort, quoi. Mais oui, mais moi, si vous voulez... On peut faire un passage piéton, on peut le faire. Non, on ne peut pas. Si, je suis sûr. Et j'ai aucun élu qui est venu me voir depuis le début. Vous comprenez qu'on se sent seul? Aucun élu, même mes voisins, personne n'est venu me voir. Je fais quoi? Je me tire une balle dans la tête, je me mets au-dessus, je menace de flinguer tout. Je fais quoi? Là, quand je dis désespéré, vous savez, moi j'ai un côté un peu impulsif, vous savez bien, mais je fais quoi? Est-ce qu'il faut écraser quelqu'un? Il faut mettre. Non, mais si, je suis rendu à ce point-là, monsieur le maire. J'ai rien contre vous, mais je suis rendu à ce point-là. Vous savez, j'ai juste ça. Quand il arrive quelque chose, on dit pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a sorti le fusil? Regardez en amont. Là, je suis à bout.
Je menace personne, mais je suis vraiment à bout. Voilà. Je comprends. m'excuse et je vous laisse travailler. Je comprends, et je suis intervenu il n'y a pas longtemps pour vous faire enlever les 3 voitures qui étaient dans le coin de chez vous. Et pourtant, j'y étais, là. Bien, on s'en occupe, monsieur Libaud. Bien, monsieur. Alors, je suis désolé, du coup, j'ai coupé la parole à 2 personnes qui l'avaient demandé, elles étaient après, mais bon, voilà. Donc, en fait, quand on entend démocratie participative, en fait, et dans tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, moi, je retiens 2 choses. Une, c'est des réunions d'information pour la plupart obligatoires. Et 2, souvent, en fait, pour certaines, comme les conseils de quartier, etc., soit c'est recommandé, soit c'est obligatoire aussi. En fait, attention, je ne les critique pas. Quand moi j'entends démocratie participative, j'entends le fait qu'on ouvre un dialogue dans le temps où on réfléchit à comment, dans la ville, on améliore nos pratiques à long terme et de façon récurrente pour pouvoir donner de façon claire et nette la parole au plus de gens possible sur des décisions réelles et importantes. C'est-à-dire qu'on ne demande pas conseil aux gens sur un nom d'une rue, même si je pense que c'est bien, mais on leur donne le choix de choisir le nom de cette rue, en fait. Et là, pour moi, ça change totalement les choses. Et ça ne remet pas en question le fait d'avoir des élus, en fait, qui sont élus pour le faire. Ça met juste en cause le fait qu'on n'est pas juste là pour être informé, mais bien pour participer et décider. Donc, en fait, moi, depuis tout à l'heure, j'entends juste, je suis désolé, peut-être que je me trompe, j'entends juste le fait que, en fait, on fait que des choses obligatoires qui n'emmènent pas réellement le choix à des gens de voter, de dire ça sera comme ça maintenant, sauf bien sûr quand on élu, quand on participe aux élections pour élire les personnes au conseil municipal, etc. Donc moi en fait, je suis désolé, mais j'ai envie qu'on parle un peu sans remettre en question les problèmes des gens et surtout pas le problème du monsieur qui vient de parler. Mais à quel moment on pourrait réfléchir dans ce temps-là de est-ce qu'on se donne 6 mois, 5 mois avec des gens volontaires pour travailler sur une proposition qui fait avancer la démocratie participative ici et qu'un jour on se retrouvera et on aura des propositions nettes à choisir. Moi, du coup, c'est ça qui m'intrigue et voilà. Tu prends la parole. Oui, alors, j'ai en partie répondu à votre question. Dans ce qu'on vient de vous présenter, il n'y a pas que des réunions d'information. Quand j'ai été sur le terrain, dans les quartiers, avant les travaux, pour organiser la circulation, pour organiser les choses, j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient, quel était l'ordre de priorité. À partir du moment... Quand on refait les routes, hein, par exemple, on nous a beaucoup reproché le problème de l'organisation routier pendant l'été. Mais attendez, on a refait les réseaux d'eau, on a refait le réseau pluvial, on a enfoui les réseaux électriques, on a fait un certain nombre de choses, et à partir de ce moment-là, on a dit OK, à partir du moment où on fait ça, comment on le fait? Et là, on a été sur le terrain. J'ai été sur le terrain dans l'avenue du 159e, j'étais sur le terrain avenue René Froger, on a discuté avec les commerçants, on a discuté avec eux, comment on fait, comment on organise la circulation pour ne pas vous pénaliser, parce que malheureusement à Briançon on ne peut pas travailler l'hiver, à partir de fin novembre jusqu'à la mi-mars, au mois d'avril on ne peut pas, donc comment on fait pendant l'été alors que c'est la période touristique maximale? On a travaillé et on a réfléchi avec les gens, et ça s'est fait comme ils l'avaient souhaité, et ça a permis effectivement de réaliser les travaux dans des conditions qui n'étaient pas merveilleuses, mais qui étaient optimales par rapport aux contraintes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, quand vous voulez, moi, je suis prêt à ce que vous constituiez, je l'ai déjà dit, constituiez des équipes qui réfléchissent sur quelque chose et y participer, que des élus y participent. Faites-nous des propositions. Aujourd'hui, par exemple, on va avoir à refaire le goudronnage des rues. Parce qu'une fois qu'elles ont été ouvertes pour l'eau, pour le pluvial, pour l'électricité, pour le chauffage, pour un certain nombre de choses, maintenant, chaque partie, on va refaire. Qu'est-ce qu'on fait en priorité? On ne pourra pas tout faire. Qu'est-ce qu'on fait en priorité? Moi, je suis d'accord pour que vous m'aidiez là-dessus en me disant, nous, on préfère que ce soit telle rue plutôt que telle rue. Et puis, nous, on voudrait bien qu'il y ait une réflexion sur ceci ou sur cela. Nous, on est preneurs. On est preneurs. C'est comme je vous l'ai dit l'autre jour au conseil municipal. Quand vous venez au conseil municipal, vous voyez comment les choses arrivent. Mais là, c'est la fin de la chaîne. On peut venir en amont. S'il y a des problématiques que vous voulez voir traitées au conseil municipal, des choix auxquels vous avez participé à présenter au conseil municipal, moi, sur le principe, je n'ai pas d'opposition. Par contre, il y a un débat. Voilà. Monsieur.
Ah, pardon. Donc, c'est après. Donc bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire. Je tenais à soulever un souci qui est arrivé récemment par rapport aux grosses chutes de neige qu'on a eues sur Briançon. Et je tenais à remercier quand même les services techniques qui ont fait un formidable travail au niveau du déneigement dans Briançon. Mais le souci revient régulièrement, c'est qu'apparemment, au niveau des budgets, plusieurs personnes des services techniques, que ce soit au niveau du déneigement ou services techniques ou au niveau du privé, nous disent que les budgets neige ont été diminués. Donc on a un gros souci au niveau du déneigement. Je vous arrête tout de suite parce que vraiment, ce genre de fake news, je ne supporte pas. C'est une question. Non, mais c'est une question. Et moi, c'est une réponse parce que là, sur la phase, le personnel, et je tiens à le féliciter, pour le travail qui a été fait, ils ont travaillé 3 nuits d'affilée, de 2h du matin jusqu'en milieu de matinée. Et ils ont recommencé l'après-midi et la soirée suivante. Donc là-dessus, ils ont fait un travail colossal, que tout le monde a reconnu. Alors, je vais vous dire, on ne fait pas du déneigement avec le porte-monnaie en vision. La chute de neige avant Noël a coûté à la collectivité très exactement 18 000 euros. Là, nous en sommes à 135 000 euros en plus. Donc ne me dites pas qu'on a diminué. Nous, on répond aux besoins, et une fois qu'on a répondu aux besoins, on fait le bilan, et aujourd'hui, on en est à 135 000. Très exactement, un peu plus de 100 000 pour les entreprises qui sont intervenues, car il y a 5 entreprises en plus de nos personnels qui sont intervenus, et qu'en plus, il y a les heures supplémentaires, les heures de nuit de nos personnels. On arrive à 150 000 pour l'instant. Et ça n'est pas fini. Donc, je ne peux pas entendre l'histoire qui dit qu'on regarde avec notre portefeuille, tiens, on va aller déneiger 50 cm ici, 300 mètres là. C'est pas sérieux. Ce qui a été fait cette fois-ci, en plus, a été fait d'une manière exemplaire, avec une rapidité exceptionnelle. Et donc, moi, je tiens à saluer effectivement le travail aussi bien de nos équipes, et je demande à M. Dordor d'être mon relais avec le personnel. Je l'aurais déjà dit à certains, mais je crois qu'il faut leur dire, parce que les conditions de travail ont été épouvantables. Moi, à 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai été sollicité parce qu'il y avait des cars qui étaient en travers de la route au niveau de la Grande Boucle, et qui empêchaient toute circulation. Il y a des gens qui sont sortis du car, parce qu'ils mal accompagnés, et qui sont partis à pied à Villeneuve. Je ne sais pas si vous voyez, avec la neige qui tombait, le vent qu'il y avait, les conditions, ces gens-là sont partis. C'est de la folie, mais bon, c'est comme ça. C'était le foutoir. Et si on n'avait pas été là, moi j'ai téléphoné à l'époque, à ce moment-là, à Marcel Cana, qui est le vice-président chargé des routes au niveau du département, pour qu'on organise le déneigement d'une partie du bordure de la route à la Bérarde, pour pouvoir y garer les cars qui étaient en travers, et demander des engins aussi au département pour qu'on tire les cars et qu'on les amène sur cette zone. Donc, s'il y a des choses que je peux entendre, mais pas celles-là. Alors, les fake news, si vous voulez. C'était pas pour critiquer du tout. Non, mais je pense que c'est important de le dire, parce que ce genre de fausses nouvelles, mais je vais le laisser parler. Oui, je m'enlève. Alors, c'était pas du tout une critique envers les services techniques, ni c'était juste pour dire, ils ont fait un formidable travail, effectivement. Effectivement, on a eu beaucoup de soucis au niveau des véhicules qui étaient en travers, qui étaient au milieu de la route, qui étaient sur les trottoirs, qui étaient garés n'importe comment. Donc après, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là aussi, au niveau des équipements spéciaux? Parce que on a vu récemment que le Conseil général a fait quelque chose, mais nous, sur Briançon, le problème revient régulièrement, ce qui fait que les services techniques ont du mal à travailler aussi, que ce soit au niveau des emplacements, au niveau du stationnement ou au niveau des trottoirs, ils ont du mal à déneiger et à faire leur travail correctement. Pourquoi? Parce que des véhicules, justement, restent garés plus de 24 heures, la plupart du temps, où des gens ne sont pas civilisés. Après, je sais que ça peut pas, il y a des moments où ça ne peut pas venir de vous, mais il y a des fois où la police municipale pourrait intervenir pour faire déplacer ces véhicules, ce qui fait que ça faciliterait effectivement le travail des services techniques. Là aussi, si vous voulez, moi, je veux bien entendre beaucoup de choses, mais on fait un plan neige. Plan neige, ça veut dire qu'à partir du moment où il tombe 15 cm de neige, les parkings souterrains sont gratuits et les transports municipaux sont gratuits. Et ils l'ont été pendant 3 jours. Donc, si les voitures se garent mal, et quand on ne peut plus circuler, comme c'était le cas à la Grande Boucle de à peu près 11h du soir jusqu'à 5h du matin, vous voulez amener n'importe qui, vous ne pourrez pas enlever les voitures qui sont au milieu de la route ou qui sont mal garées.
En plus, il fut un temps, et je l'ai dit à la préfète et je l'ai dit à monsieur le sous-préfet, il fut un temps où effectivement, à l'Argentière, on arrêtait les camions, on arrêtait les cars qui n'étaient pas équipés, on arrêtait les voitures qui n'étaient pas équipées. Ça ne se fait plus. On pouvait le faire aussi sur la déviation de Saint-Blaise à Mandrin, et ça ne se fait plus. Et oui, c'est obligatoire, sauf que quand il n'y a personne pour faire vérifier, quand il neige, c'est gratuit. Oui, oui. Oui, j'entends bien. J'ai bien compris. Mais là c'est vrai qu'il y a un travail aussi.